Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous accueillir sur ma chaîne. Nous allons évoquer un cas particulièrement sombre qui s'est déroulé le 14 juillet 2022 dans un quartier paisible de la banlieue de Portland, dans l'Oregon. De prime abord, tout semblait parfait. Des pelouses impeccablement tondues, des familles souriantes, une atmosphère de convivialité qui rendait l'endroit presque idyllique. Pourtant, derrière cette façade sans tache, un crime glaçant allait bientôt être révélé. Il impliquait une jeune voisine enthousiaste, un mari présumé exemplaire et une découverte macabre dans une pièce secrète au sous-sol d'une maison ordinaire. Avant de plonger plus avant dans ce récit, je vous demanderai un petit like et un abonnement à ma chaîne pour que nous puissions continuer à explorer ensemble ces histoires criminelles qui nous rappellent que, parfois, le mal se dissimule sous les visages les plus familiers. Le quartier où tout se déroula était habité par des couples établis, des retraités attachés à leur routine, de jeunes adultes qui aspiraient à une vie de famille harmonieuse et quelques étudiants discrets. Au fil des années, la communauté s'était soudée grâce aux repas de voisinage, aux fêtes de fin d'année et à une entraide réciproque. Dans cet environnement, un individu paraissait particulièrement apprécié. Thomas Whitford, la trentaine bien entamée, travaillait dans une entreprise produisant du matériel médical. Il était connu pour son sourire facile, sa musculature entretenue lors de courses à pied matinales et ses petits services rendus aux habitants. Il tondait la pelouse des uns, portait les sacs de provisions des autres, réparait ponctuellement la clôture défaillante de certains. À ses côtés se trouvait sa femme, Amanda Whitford, une jeune mère blonde de 35 ans, frêle de constitution, mais dotée d'une grande gentillesse. Ensemble, ils élevaient une fillette de 5 ans, réputée pour être rieuse, toujours prête à saluer les passants. Le 14 juillet 2022 marqua un tournant funeste dans la vie de ce quartier, lorsqu'on réalisa que la jeune voisine d'en face, Lucy Morgan, avait disparu sans laisser de traces. Lucy, âgée de 26 ans, était une blogueuse de voyage dont l'énergie rayonnait. Sa silhouette fine, ses cheveux bruns toujours attachés en queue de cheval et sa bonne humeur coutumière la rendaient immédiatement attachante. Son blog, qui rassemblait déjà une petite communauté de fidèles, décrivait avec optimisme les coins reculés qu'elle visitait. Les images colorées de ses aventures, ponctuée de ses conseils de voyage, donnait l'impression qu'elle embrassait la vie à plein poumon. Quand elle n'était pas sur la route, elle profitait du calme de la banlieue pour préparer ses prochains périples ou partager autour d'un café les anecdotes de ses séjours lointains. Lucy avait la réputation d'être spontanée, de s'absenter parfois quelques jours pour découvrir un nouveau sentier de randonnée ou un festival insolite. Aussi, lorsque les voisins réalisèrent qu'elle ne se montrait plus dans le quartier depuis plusieurs jours, personne ne s'alarma immédiatement. Ils supposèrent qu'elle était partie explorer un nouveau pays ou un autre État. Cependant, après une semaine de silence total et l'absence de toute publication sur ses réseaux sociaux, une inquiétude s'installa. Une collègue virtuelle, une organisatrice d'événements de voyage ayant l'habitude d'échanger avec Lucy, tenta de la joindre à plusieurs reprises sans succès. Les parents de Lucy, vivant à plusieurs centaines de kilomètres, commencèrent à envoyer des messages inquiets aux voisins connus de leur fille, pressentant que quelque chose n'allait pas. Cette anxiété collective poussa finalement les plus proches d'elle à contacter la police locale afin de lancer un avis de recherche préliminaire. Les premiers jours d'enquête furent plutôt timides. Comme Lucy était adulte et qu'elle menait une vie nomade, on envisagea d'abord l'hypothèse qu'elle était simplement partie en voyage improvisé. Pourtant, certains détails semblaient étranges. Ses plus proches amis n'avaient reçu aucun message de sa part, alors qu'elle était du genre à donner régulièrement de ses nouvelles, ne serait-ce que pour partager ses clichés ou inviter à s'abonner à son contenu. Les policiers, à ce stade, se contentèrent d'un simple passage dans le quartier pour s'entretenir avec les résidents, estimant qu'il n'y avait pas de signes tangibles d'actes criminels. La disparition paraissait inexpliquée, certes,
mais aucune preuve ne venait étayer la piste d'un enlèvement ou d'un accident. Pendant ce temps, la vie au sein du foyer des Whitford suivait son cours. En apparence, Thomas continuait à partir chaque matin pour se rendre à son travail, plaisantant dans l'allée avec un retraité bienveillant, puis embrassant sa fille avant de monter dans sa voiture. Amanda, de son côté, gérait le quotidien du foyer, les repas, la lessive, les courses de dernière minute. Rien n'indiquait que quelque chose d'anormal se tramait. Pourtant, un après-midi, alors que Thomas était absent, Amanda décida de faire un grand ménage d'été au sous-sol. Elle voulut vider un amas de cartons entassés depuis leur emménagement. En déplaçant quelques meubles, elle remarqua une zone incongrue sur le mur, une légère délimitation, laissant supposer la présence d'une porte cachée. Intriguée, elle s'approcha et parvint à actionner un mécanisme rudimentaire. Lorsqu'elle poussa lentement le panneau secret, elle déboucha sur une pièce qu'elle ne soupçonnait pas, exiguë, sombre, dont l'air stagnant lui serra la gorge. Cette découverte fut d'abord déroutante. Amanda s'équipa d'une lampe de poche et avança prudemment. Elle vit une sorte de matelas sur le sol, dépourvu de drap, avec des traces de cordes et d'étranges taches brunes. Dans un coin, un seau en plastique, quelques bouteilles d'eau vides, un amas de vêtements qui n'étaient pas les siens. Au milieu de ces vêtements, un t-shirt taché de sang et un foulard coloré qu'elle reconnut immédiatement. C'était celui que Lucy portait souvent dans ses photos de blog. Le choc lui coupa le souffle. Dans l'obscurité, elle distingua également plusieurs accessoires qu'elle identifia comme des menottes, des cordelettes de diverses longueurs et des liens de plastique dur, autant de preuves tangibles qu'une personne avait été retenue ici de force. Recouvrant à peine ses esprits, Amanda sortit précipitamment du sous-sol et composa le numéro de la police, la voix tremblante. Son mari n'étant pas encore rentré, elle réalisa soudain, avec une terreur indicible, que cet espace secret pouvait être l'œuvre de Thomas. Lorsque les patrouilles arrivèrent, le quartier s'anima comme rarement. Les sirènes, les lumières rouges et bleues coupant la tranquillité ambiante, les uniformes parcourant la maison, tout cela attira immanquablement l'attention de voisins inquiets qui se demandaient ce qui pouvait bien se passer chez un couple pourtant réputé si serviable. Amanda, hagarde et abattue, expliqua ce qu'elle avait découvert, insistant sur le fait qu'elle ignorait totalement l'existence de cette pièce, cachée, et de ces sinistres objets. Les enquêteurs, la mine grave, constatèrent qu'il y avait eu incontestablement une séquestration dans cet endroit étroit. Ils reconnurent aussi, au vu de certains indices relevés sur le matelas et les murs, qu'un combat ou une résistance avait eu lieu. L'emplacement et la conception de la pièce indiquaient un projet mûrement réfléchi, presque professionnel, ce qui laissait entendre que le ravisseur savait exactement comment dissimuler ses traces. Dès le premier examen, les indices rassemblés dans la pièce pointèrent vers Lucy Morgan comme occupant probable du lieu. Le foulard, quelques effets personnels et les taches de sang correspondent à son groupe sanguin. Les techniciens de la police scientifique relevèrent des empreintes digitales, des échantillons capillaires, ainsi que des traces de fibres collées aux cordes. Pour les enquêteurs, il ne faisait plus de doute que Lucy avait été victime d'un enlèvement soigneusement préparé. La question, désormais, était de savoir qui aurait pu commettre un acte aussi abominable et, surtout, si Lucy était encore en vie quelque part. Dans les heures qui suivirent, les autorités contactèrent Amanda afin de l'emmener au poste pour un interrogatoire plus détaillé. Elle coopéra sans résistance, bouleversée de découvrir l'implication probable de l'homme qu'elle aimait. Là-bas, elle fit la connaissance de l'enquêteur principal, un officier reconnu pour sa perspicacité et son sang-froid. L'homme était réputé pour ses méthodes rigoureuses, son style posé et direct, et sa capacité à repérer les plus infimes incohérences dans les témoignages. À ses côtés, on trouvait une inspectrice plus jeune, réputée pour son intuition hors pair et sa spécialisation dans les dossiers d'enlèvement. Ensemble, ils expliquèrent à Amanda
qu'ils allaient devoir fouiller tous les aspects de la vie de Thomas et recueillir le maximum de preuves pour étayer toute accusation. Ils la prévinrent que la police scientifique continuerait de chercher dans la maison et autour, à la recherche d'autres indices. Dans ce contexte, Amanda ne cacha rien. Elle donna son accord pour qu'on examine les ordinateurs, les téléphones et les comptes en ligne de la famille. Les enquêteurs eurent tôt fait de procéder à l'arrestation préventive de Thomas lorsqu'il rentra du travail. Surpris de voir les véhicules de patrouille devant chez lui, il affecta aussitôt une posture d'incompréhension, prétendant n'avoir aucune idée de ce qui se passait. Ce fut à ce moment que la tension monta, car les officiers le menottèrent devant sa maison, sous le regard médusé de plusieurs habitants du quartier. Emmené au commissariat, il se soumit aux premières questions, répétant qu'il ignorait tout de la pièce secrète, accusant même Amanda de l'avoir peut-être construite ou utilisée à son insu, ce qui semblait absurde à ses interlocuteurs. Mais, malgré ces dénégations, la police cherchait désormais à déterminer à quel point sa version était cohérente. Très vite, on trouva dans son bureau, sur un ordinateur portable caché dans un tiroir, de nombreuses photos de Lucie, certaines prises manifestement à travers la fenêtre de sa chambre, d'autres alors qu'elle se promenait dans le quartier, parfois tard le soir. Plus inquiétant encore, un dossier contenant des plans détaillés du sous-sol, des articles sur la conception de pièces secrètes, des discussions sur des forums clandestins abordant les techniques de dissimulation et de contrainte. Autant d'éléments qui ne laissaient aucun doute quant à l'existence d'un plan malsain et préparé de longue date. L'ordinateur de Thomas recélait aussi une quantité troublante de faux profils sur différents réseaux sociaux, tous ayant interagi d'une manière ou d'une autre avec Lucie. On y trouvait des pseudonymes variés, des photos de profils factices, ainsi que de nombreux échanges où l'auteur cherchait à obtenir des informations sur les habitudes de Lucie, son emploi du temps, ses lieux de déplacement, les périodes où elle voyageait seule. Les enquêteurs purent confirmer que ces comptes factices avaient également été utilisés pour repérer d'autres femmes de la même tranche d'âge, renforçant l'hypothèse selon laquelle Thomas nourrissait une obsession pour le contrôle et la séquestration de victimes potentielles. Malgré l'ampleur de ces éléments accablants, une nouvelle interrogation surgit. Où se trouvait Lucie? Les traces de sang et les signes évidents de lutte laissèrent craindre le pire, mais plusieurs indices prouvèrent qu'elle avait pu être maintenue en vie pendant un certain temps. Thomas, s'il était réellement coupable, ne semblait pas disposé à avouer quoi que ce soit. Le temps jouait contre la police, car toute journée qui passait pouvait signifier une issue tragique pour Lucie. Les enquêteurs lancèrent alors un appel à témoins élargi, tandis qu'une équipe technique fouillait méticuleusement chaque recoin de la maison, du garage, du jardin et de la voiture de Thomas. Ils envoyèrent des patrouilles en hélicoptère, mirent en place des barrages routiers pour vérifier tout véhicule susceptible de correspondre à l'une des descriptions pouvant relier Lucie à son ravisseur. Pendant ces recherches, plusieurs suspects secondaires furent brièvement examinés. Parmi eux, un voisin discret, connu pour sa passion pour les technologies de surveillance, qui semblait aussi avoir entretenu des liens ambigus avec Lucie. On découvrit toutefois que cet individu avait un alibi solide. Il se trouvait en voyage d'affaires le soir où Lucie disparut. Un autre suspect potentiel était un ex-petit ami de Lucie, jaloux et notoirement impulsif, vivant dans un état voisin. Les policiers prirent le temps de l'interroger, mais lui aussi put prouver qu'il n'avait plus aucun contact avec Lucie depuis plusieurs mois. Après vérification, il s'avéra qu'il était parti en camping avec des amis le week-end de la disparition. Au fur et à mesure qu'on les écartait, les soupçons se concentraient toujours davantage sur Thomas. Au commissariat, Thomas feignait l'ignorance totale, essayant de justifier la présence de ces images sur son ordinateur, en prétendant qu'il s'agissait de simples documents de travail ou de centres d'intérêt inoffensifs. Son discours, trop peu crédible, poussa l'équipe d'enquête à redoubler d'efforts pour prouver son rôle déterminant dans la disparition de Lucie. L'élément décisif apparut lors de l'analyse approfondie du relevé téléphonique de Thomas. On constata qu'il s'était rendu la veille
dans une zone rurale isolée, à environ 1 heure et demie de route de Portland. Plusieurs appels émis depuis un téléphone à carte prépayée y furent également détectés, tous passés dans un créneau nocturne inhabituel, comme s'ils vérifiaient quelque chose. Les enquêteurs entamèrent aussitôt des recherches sur ce secteur champêtre, où se trouvait un ancien cabanon laissé à l'abandon. Quand les autorités se rendirent sur les lieux, elles sentirent immédiatement qu'il s'agissait probablement du nouvel endroit choisi par Thomas. En inspectant la cabane délabrée, elles découvrirent un sol jonché de bouteilles d'eau vides, des restes de boîtes de conserve, et surtout, des marques de rubans adhésifs arrachés sur les montants d'un lit de camp. Un drap, maculé de taches brunâtres, traînait dans un recoin poussiéreux. Les équipes cynophiles flairèrent une piste conduisant vers un bosquet voisin, au bout duquel se trouvait une grange délabrée. À l'intérieur de cette grange, il y avait un espace renfermant des équipements d'agriculture, désormais inutilisés, où l'on put percevoir des gémissements étouffés. Derrière un tas de caisses en bois, Lucie fut finalement retrouvée, vivante mais très affaiblie. Les poignets entaillés par des liens trop serrés, elle arborait des ecchymoses sur tout le corps et affichait un regard hanté, révélant l'angoisse de ses jours de captivité. Rapidement prise en charge par les secours, Lucie fut transportée à l'hôpital le plus proche, où elle reçut des soins d'urgence. À demi consciente, elle parvint néanmoins à désigner Thomas comme étant son ravisseur, confirmant ainsi ce que les enquêteurs pressentèrent déjà. Cette découverte provoqua un tel émoi que tout le quartier, et bientôt toute la ville, se passionna pour l'affaire. Les journaux locaux titrèrent sur l'homme au-dessus de tout soupçon qui avait dissimulé un sombre secret dans sa cave. Les voisins se disaient effarés, parlant de Thomas comme d'un individu jovial qui ne manquait jamais de rendre service, sans jamais soupçonner qu'il aurait pu élaborer un plan aussi sinistre. Les enquêteurs poursuivirent néanmoins leur travail méthodique, soumettant Thomas à des interrogatoires répétés. Maintenant que Lucie avait été retrouvée, en plus d'une montagne de preuves digitales et matérielles, la défense de l'intéressé semblait quasi inexistante. Il persista toutefois à nier en bloc, invoquant régulièrement la possibilité d'un complice ou d'une machination orchestrée contre lui, sans fournir la moindre preuve crédible. Le procureur responsable du dossier, un représentant du ministère public expérimenté, appuya aussitôt pour que Thomas soit inculpé d'enlèvement, de tentative de coups et blessures aggravées, de séquestration illégale et d'autres chefs d'accusation liés à la détention et la maltraitance d'une personne vulnérable. La pression médiatique aidant, le juge en charge du dossier ordonna que Thomas reste en détention provisoire jusqu'à l'ouverture de son procès. Cette décision fut saluée par la communauté locale, encore ébranlée par l'ampleur de la trahison. La procédure judiciaire promettait d'être longue et complexe, car la défense comptait bien contester la validité des preuves numériques. L'avocat commis à Thomas soutenait notamment que les documents trouvés pouvaient avoir été téléchargés par d'autres personnes ayant eu accès à l'ordinateur, et qu'il n'existait aucune trace vidéo montrant explicitement Thomas en train de détenir Lucie. Pour renforcer l'accusation, le procureur insista alors sur l'existence de la pièce secrète au domicile de l'accusé, de la découverte de Lucie dans un endroit isolé où Thomas s'était rendu la veille, et des correspondances entre son téléphone et le secteur géographique en question. De plus, le témoignage direct de Lucie, qui avait désormais recouvré assez de force pour raconter son calvaire, constitua un pilier central dans l'argumentation de l'accusation. Lucie décrivit comment Thomas avait profité d'une fin de soirée, alors qu'elle sortait les poubelles, pour l'aborder de manière subite. Subjuguée par un choc violent à l'arrière du crâne, elle perdit brièvement connaissance et se réveilla, bâillonnée et ligotée, dans la cave de l'homme qu'elle pensait être un voisin irréprochable. Selon elle, il l'avait séquestrée là plusieurs jours, la soumettant à des menaces constantes et à un environnement terrifiant. Elle se souvenait que Thomas la fixait, silencieux, un regard sombre braqué sur elle, lui promettant de la garder bien à l'écart du monde extérieur. Puis un jour, après avoir entendu Amanda se déplacer à l'étage,
Thomas décida de déplacer Lucie ailleurs, redoutant sans doute que son épouse ne découvre la pièce secrète. C'est ainsi qu'il l'emmena jusqu'à la cabane isolée, plus rudimentaire mais hors de portée immédiate des soupçons. Lucie raconta ensuite comment elle resta attachée à un lit de camp branlant, redoutant de ne jamais être libérée. Son ravisseur la nourrissait de manière sporadique, ne lui adressait presque aucune parole, éteignait systématiquement les lumières quand il s'absentait pour éviter qu'elle ne parvienne à se repérer. Cette succession de jours, dont la crasse et la peur, lui parut interminable, jusqu'à l'arrivée salvatrice des forces de l'ordre. Vint le temps du procès, qui se déroula quelques mois après la libération de Lucie, dans une imposante salle d'audience où la presse afflua massivement. Le ministère public déploya sa stratégie point par point, démonstration de l'accès de Thomas à la maison, présentation des photographies et des plans retrouvés sur ses appareils, preuve de la correspondance entre ses relevés téléphoniques et le lieu de séquestration. L'équipe de l'accusation appuya son argumentation sur le témoignage puissant de Lucie, sur l'analyse de la police scientifique concernant le sous-sol et sur les comptes falsifiés dont Thomas était l'administrateur. En face, l'avocat de la défense s'efforce de jeter le doute sur la fiabilité des témoignages et des preuves numériques, alléguant un possible complot. Cependant, chaque tentative pour décrédibiliser Lucie se heurta à la cohérence de son récit, appuyé par les détails matériels. De plus, le caractère extrêmement spécifique des plans et des objets retrouvés dans la maison contredisait l'idée qu'un tiers ait pu s'introduire chez les Whitford à l'insu du maître des lieux. Pendant que la procédure se déroulait, Amanda apparut plusieurs fois à la barre pour expliquer son ignorance totale quant au comportement de son mari. Elle raconta son quotidien, l'homme charmant qu'elle avait cru épouser, le père aimant qui jouait chaque week-end avec leur fille. Elle s'effondra en larmes lorsque l'on aborda la question du sous-sol, expliquant à quel point la découverte de la pièce la hantait, l'obligeant à remettre en cause l'intégralité de sa vie conjugale. La détresse d'Amanda toucha la plupart des présents, mettant en lumière la souffrance collatérale infligée non seulement à Lucie, mais aussi à cette épouse qui s'était retrouvée brutalement plongée dans un cauchemar. Après plusieurs jours d'audience, au cours desquels les experts en informatique et en psychiatrie présentèrent leurs conclusions, la juge se retira pour délibérer. Le verdict, annoncé un après-midi chargé en émotions, reconnut Thomas coupable des chefs d'accusation majeurs: enlèvement, séquestration, tentative de violence aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Les jurés, unanimes, jugèrent que les preuves étaient accablantes et qu'il n'existait pas le moindre doute raisonnable quant à sa culpabilité. La sentence tomba alors. 20 ans de réclusion, sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Une décision qui engendra un grand soulagement dans l'assistance, tant l'affaire avait secoué la confiance que tous portaient à l'apparente quiétude du quartier. Lucie, présente dans la salle, accueillit ce verdict dans un flot de larmes, soutenue par ses parents et quelques amis proches. Amanda, quant à elle, se leva et quitta silencieusement la salle, les yeux rougis, portant encore la honte et l'incompréhension de ce qu'elle avait découvert sous son propre toit. Les mois qui suivirent virent la réorganisation progressive de la vie de Lucie et d'Amanda. La jeune blogueuse, après une longue période de convalescence, s'efforça de reconstruire son existence. Les médecins lui diagnostiquèrent un stress post-traumatique et elle entama une thérapie pour surmonter ses cauchemars nocturnes, ses phobies nouvelles et cette méfiance envers autrui qui la rongeait de l'intérieur. Ses parents, très présents, l'aidèrent financièrement et moralement, l'encourageant à reprendre ses activités de blog lorsque ses forces le lui permettraient. Bien que Lucie continuât de voyager, son approche changea. Elle garda désormais un cercle de confiance informé de ses déplacements, elle adopta des dispositifs de sécurité et vérifia systématiquement la présence de quelqu'un pour l'accueillir à chaque étape de ses périples. Dans le même temps, Amanda décida de vendre la maison où elle avait vécu avec Thomas, ne supportant plus d'y mettre les pieds. Elle déménagea dans une autre région pour offrir un nouveau départ à sa fille, loin des rumeurs persistantes et des regards de pitié qui la suivaient.
Malgré ses tentatives de reprendre une vie normale, Amanda resta marquée par le traumatisme d'avoir partagé son foyer et sa couche avec un homme capable de planifier l'enlèvement brutal d'une voisine. Elle soutint Lucy moralement, la rencontra parfois pour échanger des mots de soutien et, petit à petit, toutes deux parvinrent à panser leurs plaies intérieures, bien que les stigmates demeurent à jamais gravés en elles. La communauté, elle, se montra plus méfiante qu'auparavant. Les habitants se mirent à surveiller davantage leurs alentours, à s'interroger parfois sur la façade impeccable de tel ou tel couple nouvellement installé. Les barbecues de voisinage se firent plus rares, les familles vérifièrent avec prudence les antécédents des individus prétendument sans histoire. L'onde de choc provoquée par la révélation des faits, la pièce secrète, les faux comptes et le déménagement précipité d'Amanda persista pendant un long moment. Nombre d'anciens amis de Thomas refusèrent encore d'y croire complètement, tentant d'expliquer que ce père de familles exemplaires avait peut-être cédé à une pulsion inexplicable. D'autres, plus lucides, admiraient la force de Lucy qui, malgré ses épreuves, tentait de poursuivre son existence dans la dignité, transformant cette expérience traumatisante en un plaidoyer pour la vigilance et la solidarité. À l'intérieur du milieu judiciaire, l'affaire fut citée comme un exemple illustrant la facilité avec laquelle un criminel rusé peut camoufler ses forfaits derrière une apparence irréprochable. Les unités de police soulignèrent l'importance des investigations technologiques et la nécessité pour les proches de signaler les comportements suspects, même chez quelqu'un qu'on pense connaître. Les juristes, eux, mirent en avant la sévérité de la peine, notant qu'elle enverrait un message clair à quiconque s'aviserait de commettre un crime aussi lâche et prémédité. La justice sait se montrer inflexible. Il reste, dans la mémoire collective, la stupeur d'une communauté qui, sous ses traits heureux et conviviaux, dissimulait, sans le savoir, les ténèbres d'un prédateur calculateur. Après le procès, certains tentèrent de tourner la page, rétablissant peu à peu les traditions d'entraide. D'autres déménagèrent, effrayés à l'idée que l'horreur puisse ressurgir, comme si elle rôdait dans les rues pavillonnaires. Dans ce drame, rien ne demeura inchangé. Lucy fit publier un témoignage poignant sur la nécessité de s'écouter mutuellement, de déceler les signaux faibles d'un comportement malsain. Ce faisant, elle espérait alerter d'autres victimes potentielles et encourager la compassion envers ceux qui peinent à briser le silence. Aujourd'hui, le souvenir de cette affaire reste vif dans l'esprit de tous ceux qui y ont été confrontés. Lucy poursuit lentement sa guérison psychologique. Amanda se reconstruit loin du voisinage qui fut le théâtre de sa descente aux enfers. Et Thomas purge sa peine sans qu'aucune rémission ne lui soit accordée. Si l'on peut trouver une conclusion à ce tragique récit, c'est bien la certitude que l'apparence d'une famille parfaite peut cacher un abîme de pulsions morbides et que nul ne devrait s'estimer à l'abri de la noirceur humaine au prétexte qu'une façade semble avenante. En tant que femme qui a pu suivre cette affaire de près, je peux vous dire que cette histoire m'a profondément marquée, car elle souligne notre vulnérabilité face à ce que nous ignorons de nos proches. J'ai réalisé à quel point nous avons besoin de rester à l'écoute des signes d'alarme, même lorsque nous préférons croire à l'innocence de ceux qui nous entourent. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout et de vous être intéressé à ce récit. J'espère que cette histoire vous aura permis de prendre conscience des dangers qui peuvent exister n'importe où, même derrière les volets d'une charmante demeure. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin, c'est un soutien précieux. Je vous invite à découvrir mes autres vidéos qui explorent d'autres récits tout aussi captivants. J'espère que vous trouverez dans ces contenus de quoi nourrir votre réflexion et votre curiosité, et je vous souhaite de vivre dans un environnement où la confiance et la bienveillance l'emportent toujours sur la peur. Prenez soin de vous et à très bientôt.